Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'était le froid avant ce jour de février 2019. Pas le froid d'un hiver parisien, ni même celui d'une randonnée en montagne un dimanche de décembre. Non, le vrai froid, celui qui tue, celui qui transforme l'air en lame de couteau et qui fait de chaque respiration un acte de survie. Je m'appelle Thomas Bergeron, j'ai 38 ans. Avant cette histoire, j'étais technicien météorologiste pour l'Institut national de recherche atmosphérique, basé à Grenoble. Mon travail consistait à entretenir des stations automatiques installées dans des zones reculées des Alpes françaises, des endroits où personne ne va, des altitudes où seuls les chiffres comptent, température, pression, humidité, vitesse du vent. Des données froides, neutres, sans émotion. Je n'imaginais pas qu'un jour, ces chiffres deviendraient ma seule réalité. C'était un mardi matin, le 12 février. Le ciel était d'un bleu presque violent, ce bleu métallique qu'on ne voit qu'en haute montagne, quand l'air est tellement sec qu'il n'y a plus rien entre vous et le vide. L'hélicoptère m'avait déposé à 8h30 précise, au pied de la station météorologique du col des Glaciers, à 3800 mètres d'altitude, dans un vallon isolé du massif du Mont Blanc. Un endroit où il n'y a rien, juste de la neige, de la roche et le vent. La station envoyait des données aberrantes depuis 3 semaines, des températures qui descendaient bien en dessous des normales saisonnières. Mon supérieur, Alain Mercier, pensait à un dysfonctionnement des capteurs. Une erreur de calibration, peut-être. Ça arrivait. Les instruments vieillissaient mal à cette altitude. Le gel, les chocs thermiques, tout ça finissait par dérégler les circuits. Moi aussi, je pensais que c'était une erreur. L'hélicoptère a décollé dans un tourbillon de neige poudreuse. Le pilote, un type d'une 50aine d'années que je connaissais depuis des années, m'a fait un signe de la main avant de disparaître derrière la crête. Il devait revenir me chercher le lendemain matin, même heure, 24 heures sur place. C'était inhabituel. D'habitude, ces missions duraient 3 ou 4 heures maximum, mais les prévisions météo annonçaient une fenêtre de stabilité de 3 jours. Pas de précipitation, pas de vent fort, aucune raison de s'inquiéter. J'ai regardé autour de moi. Le silence était total. Pas un oiseau, pas un bruit. Juste le crissement léger de mes chaussures sur la neige durcie. La station était une petite structure métallique grise, à moitié enfouie dans la neige, avec une antenne et plusieurs capteurs fixés sur des mâts. À côté, il y avait un abri d'urgence, un cube de tôle renforcé de 4 mètres carrés, construit dans les années 90 pour les techniciens qui devaient passer la nuit. Une couchette en métal, une petite fenêtre, un réchaud à gaz, des couvertures de survie, des rations alimentaires scellées sous. Prévu pour tenir 2 jours, peut-être 3 en cas d'urgence. Je n'imaginais pas que j'allais devoir tout utiliser. J'ai commencé mon inspection vers 9h. J'ai ouvert le boîtier de contrôle de la station, vérifié les connexions, testé les capteurs un par un. Tout fonctionnait parfaitement. Aucune trace de dysfonctionnement. Les circuits étaient propres, les soudures intactes, les batteries chargées. J'ai sorti mon thermomètre portable, un appareil de précision que j'utilisais pour recalibrer les instruments sur le terrain. Il affichait moins 51,3 degrés Celsius. Je l'ai éteint. Rallumé. Même résultat. J'ai vérifié le thermomètre de ma montre GPS. Moins 51 degrés Celsius. Ce n'était pas une erreur. Il faisait vraiment moins 51 degrés Celsius. À cette altitude, en plein hiver, on pouvait atteindre moins 40 degrés Celsius, parfois moins 45 degrés dans des conditions exceptionnelles d'inversion thermique. Mais moins 51 degrés Celsius, c'était une anomalie. Une anomalie qui n'aurait jamais dû exister ici. Ce genre de température, on l'a trouvé en Sibérie, au Groenland, en Antarctique. Pas dans les Alpes françaises. J'ai passé l'après-midi à recouper les données. Tous les instruments confirmaient la même chose. La température avait chuté brutalement depuis 48 heures. Le graphique que j'ai téléchargé depuis la mémoire de la station montrait une courbe presque verticale, de moins 38 degrés Celsius dimanche soir à moins 51 degrés Celsius mardi matin. Une chute de 13 degrés en moins de 36 heures. Vers 15 heures, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le ciel avait changé. Il n'était plus bleu. Une sorte de voile laiteux s'était installé, très haut, presque invisible, mais suffisant pour transformer la lumière. Elle devenait diffuse, froide, presque clinique. Le soleil était encore là, mais il ne réchauffait plus rien. C'était comme s'il avait perdu toute sa force. J'ai allumé la radio, un modèle VHF standard que j'utilisais pour communiquer avec la base. J'ai appelé Grenoble. Aucune réponse. J'ai changé de fréquence, réessayé. Rien. Juste un grésillement blanc, continu, sans interruption. J'ai vérifié les piles, neuves, l'antenne, intacte. L'appareil fonctionnait parfaitement, mais aucun signal ne passait. Plus tard, j'ai compris que l'air était tellement dense, tellement gelé, qu'il perturbait les ondes radio. Mais sur le moment, je n'ai pas paniqué. Ce genre de choses arrivait parfois en montagne. Des interférences, des problèmes de propagation. Rien de grave.
J'ai décidé de rentrer dans l'abri pour me réchauffer un peu. C'est à ce moment-là que le vent s'est levé. Pas progressivement, pas comme un vent normal qui monte doucement, qui prévient. Non, d'un coup, comme si quelqu'un avait ouvert une porte gigantesque quelque part dans la montagne. Un hurlement grave, profond, qui montait du vallon en contrebas. En quelques secondes, la visibilité est tombée à zéro. La neige ne tombait pas du ciel, elle était arrachée au sol, projetée horizontalement par des rafales que je n'avais jamais senties, même après 10 ans à travailler en haute montagne. J'ai couru vers l'abri, 10 mètres, peut-être moins. J'ai eu l'impression de traverser un mur. Le vent me poussait, me tirait, me giflait avec une violence que je n'aurais jamais cru possible. Mes yeux pleuraient, les larmes gelaient instantanément sur mes joues, mes poumons brûlaient. J'ai ouvert la porte de l'abri, je me suis jeté à l'intérieur, j'ai claqué la porte derrière moi. Le silence est revenu, relatif. J'entendais le vent frapper contre les parois métalliques avec une force sourde, régulière, comme un battement de cœur géant. Le bâtiment tremblait légèrement. J'ai allumé ma lampe frontale. L'intérieur de l'abri était glacé. Mon souffle formait des nuages de vapeur épais qui retombaient immédiatement en cristaux de glace. J'ai sorti le thermomètre. Moins 38 degrés, à l'intérieur. J'ai allumé le réchaud à gaz. C'était un modèle standard, prévu pour faire fondre de la neige et réchauffer des rations. La flamme a jailli, bleue, tremblante. J'ai senti une légère chaleur autour de mes mains, très légère, presque imperceptible. J'ai enlevé mes gants pour profiter de la tiédeur. Mes doigts étaient blancs, engourdis. Je les ai frottés doucement. La douleur est revenue progressivement, comme des milliers d'aiguilles plantées dans la peau. J'ai fait l'inventaire de mes ressources. Gás. 2 cartuchas plenas, só em 22 horas de chofagem se economizasse. Nutrição, 6 rações liofilizadas, 3 barras energéticas, 1 sachê de frutos secos. Do qual tener 3 dias, talvez 4 em racionando. Ou, REM, e poderá fazer fundo da neve. Équipamento de colchagem. Dans le noir, il n'y avait plus que le bruit du vent et la petite flamme bleue du réchaud qui dansait dans l'obscurité. J'ai essayé de dormir. Impossible. Mon corps refusait de se détendre. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais le froid s'infiltrer, comme une chose vivante qui cherchait un passage. Il entrait par les coutures du sac de couchage, par le col de ma veste, par les manches, par le bas du pantalon. Il trouvait toujours un chemin. J'ai gardé le réchaud allumé par intervalles. 20 minutes de chaleur, 30 minutes d'extinction pour économiser le gaz. 20 minutes, 30 minutes. Un rythme hypnotique, mécanique. Je regardais la flamme. Je comptais les secondes. Je ne pensais à rien d'autre. Vers minuit, j'ai entendu un craquement. Pas dehors, à l'intérieur de l'abri. Un son sec, métallique, presque violent. J'ai rallumé la lampe. Le mur nord s'était légèrement déformé. La tôle, sous l'effet du froid extrême et de la pression du vent, commençait à se contracter. J'ai vu de la glace se former sur les rivets, de minuscules cristaux blancs qui grandissaient lentement, comme des racines qui s'enfoncent dans le sol. J'ai compris que si la température continuait à chuter, la structure pouvait céder, les rivets pouvaient sauter, les plaques de tôle pouvaient se disjoindre. Et alors, le froid entrait, et je mourrais. J'ai rallumé le réchaud. Cette fois, je l'ai laissé tourner. Tant pis pour le gaz. Je préférais manquer de chaleur demain que mourir gelé dans les 2 heures. Le thermomètre extérieur affichait maintenant moins 61 degrés. J'ai pensé à l'hélicoptère. Il devait venir demain matin, 11 heures. Encore 11 heures à tenir. Je pouvais y arriver. Il suffisait de rester éveillé, de bouger, de garder le corps actif, de ne pas s'endormir. Mais j'étais fatigué, tellement fatigué. Vers 2 heures du matin, le réchaud s'est éteint, réservoir vide. J'ai essayé de changer la cartouche. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber la première. Elle a roulé par terre, dans l'obscurité. J'ai fouillé avec ma lampe frontale. Je l'ai retrouvée coincée sous la couchette. J'ai vissé la nouvelle cartouche. J'ai rallumé. La flamme a repris, faible, hésitante. J'ai regardé le thermomètre intérieur, moins 41 degrés. Je suis resté assis sur la couchette, le sac de couchage remonté jusqu'au menton, la cagoule sur le visage. Je respirais lentement, par le nez, pour réchauffer l'air avant qu'il n'atteigne mes poumons. Chaque inspiration était douloureuse, comme si j'avalais du verre pilé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre la notion du temps. Je dérivais, entre des phases de conscience floues et des moments de lucidité brutale, où je réalisais que j'étais en train de mourir, que si je m'endormais, je ne me réveillerais pas. Mon corps économisait de l'énergie, mes extrémités s'engourdissaient, mes pensées ralentissaient. Tout devenait flou, cotonneux, irréel.
À un moment, je ne sais plus quand exactement, peut-être 3 heures du matin, peut-être 4, j'ai cru entendre une voix. Pas dehors, dans ma tête. Une voix calme, presque bienveillante, qui me disait que je pouvais simplement m'endormir, que ce serait facile, que le froid n'était plus douloureux, juste une sensation d'engourdissement agréable, comme de sombrer dans un bain tiède, que je pouvais me reposer, que c'était fini. J'ai senti mon corps se détendre, mes paupières devenaient lourdes, mes bras tombaient le long du corps, ma respiration ralentissait. Puis j'ai pensé à ma mère, pas à un souvenir précis, pas à une scène particulière, juste à elle, à son visage, à ce qu'elle ressentirait quand on lui annoncerait que son fils était mort gelé dans une montagne, seul, dans un abri de 4 mètres carrés, à cause d'un dysfonctionnement de station météo. Et quelque chose s'est réveillé en moi, une colère peut-être, ou une peur plus grande que le froid, ou simplement un instinct de survie qui refusait d'abandonner. J'ai ouvert les yeux, j'ai bougé mes doigts, un par un, dans les gants. La douleur était intense, comme si mes articulations étaient rouillées, comme si mes tendons s'étaient transformés en fil de fer. J'ai continué, j'ai plié mes poignets, mes coudes, mes épaules, puis j'ai essayé de bouger mes pieds. Rien, aucune sensation. J'ai paniqué, j'ai retiré mes chaussures, mes chaussettes. Mes pieds étaient blancs, cireux, comme de la cire, gelés, pas complètement. Pas encore. Je sentais encore une légère pression quand j'appuyais sur la peau avec mes doigts, mais presque. Quelques heures de plus et ce serait irréversible. J'ai commencé à frotter, doucement d'abord, puis plus fort. La douleur est revenue. Une brûlure atroce, insupportable, comme si on enfonçait des aiguilles chauffées à blanc dans mes orteils. J'ai continué. Il fallait que le sang circule. Il fallait que la vie revienne. J'ai frotté pendant 15 minutes, peut-être 20. Mes pieds étaient rouges maintenant, gonflés, douloureux, mais vivants. J'ai remis mes chaussettes, mes chaussures. Je tremblais. Pas de froid, de peur. J'ai regardé ma montre, 6 heures du matin. Dehors, c'était toujours la nuit. Le vent hurlait encore, mais moins fort. Peut-être que la tempête se calmait. Peut-être que je voulais tellement y croire que je l'imaginais. J'ai ouvert la porte. L'air m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Impossible de respirer. Mes poumons se sont contractés violemment. J'ai refermé la porte immédiatement. Mon visage brûlait, mes yeux pleuraient. J'ai toussé pendant 2 minutes sans pouvoir m'arrêter. J'ai attendu 10 minutes, j'ai réessayé. Cette fois, j'ai tenu 5 secondes, assez pour voir. Tout était blanc. Pas de ciel, pas de sol, pas d'horizon, juste du blanc. Le vent avait formé des congères de 3 mètres de haut tout autour de l'abri. La station météo avait disparu sous la neige. Je ne voyais même plus l'antenne. J'ai regardé le thermomètre extérieur. Moins 67 degrés Celsius. J'ai refermé la porte. Je me suis assis par terre. J'ai regardé le chiffre sur l'écran digital. Moins 67 degrés Celsius. 67 degrés en dessous de zéro. Je n'arrivais pas à comprendre. C'était trop abstrait, trop irréel. À 7 heures, la lumière est revenue. Pas le soleil, juste une lueur diffuse, laiteuse, qui transformait tout en nuances de gris. Le vent avait faibli, on n'était plus dans une tempête, on était dans un après. Un silence pesant, hostile, presque pire que le bruit. J'ai mangé une barre énergétique. Elle était dure comme du béton. J'ai dû la laisser réchauffer contre ma peau pendant 20 minutes avant de pouvoir la croquer. Le goût était écœurant, trop sucré, artificiel, mais je l'ai avalé entièrement. J'ai fait fondre de la nage dans une gourde métallique. Je l'ai tenue entre mes mains, près du réchaud, pendant 1 heure. L'eau était glacée, mais je l'ai bu. Il fallait rester hydraté. C'était ce qu'on nous apprenait en formation. Déshydratation, hypothermie accélérée. L'hélicoptère devait venir à 11 heures. J'ai attendu. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Le vent était complètement tombé maintenant. Dehors, c'était le silence absolu. Pas un bruit, rien. Comme si le monde entier était mort. 11 heures, rien. Midi, toujours rien. 13 heures. J'ai compris. Personne ne viendrait. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Avec une tempête pareille, toute la vallée devait être bloquée, l'école fermée. Les routes coupées, les hélicoptères cloués au sol. Même si la météo s'améliorait, les secours mettraient du temps à organiser une opération. 1 jour, 2 jours, 1 semaine peut-être. J'étais seul. J'ai essayé la radio pour la 10e fois, la 20e. Aucun signal. Juste le grésillement blanc. J'ai regardé mes réserves. Il me restait 5 rations, 2 barres énergétiques, 1 cartouche de gaz. De quoi tenir 2 jours, peut-être 3 en rationnant sévèrement. Ensuite, plus rien. J'ai commencé à réfléchir, vraiment réfléchir. Descendre à pied était une option, théoriquement. Le refuge de Tête-Rousse se trouvait à environ 8 km en ligne directe, à 3000 mètres d'altitude. Normalement, c'était une marche de 4 ou 5 heures. Mais dans ces conditions, avec cette température, ce serait bien plus long. Et dangereux.
Les crevasses étaient invisibles sous la neige fraîche, les pentes raides pouvaient déclencher des avalanches, et surtout, je n'avais pas l'équipement adapté. Pas de cordes, pas de piolet technique, pas de crampons à glace. Trop risqué. Rester était l'option la plus logique, attendre que les secours viennent, économiser mes forces, rationner mes ressources, tenir le plus longtemps possible. J'ai décidé d'attendre 48 heures. Si personne ne venait d'ici jeudi matin, je tenterais la descente. Mercredi a été le jour le plus long de ma vie. Je ne dormais presque plus, juste des micro-sommeils de 10-15 minutes, toujours en mouvement. Je bougeais les jambes, je frottais mes mains, je contractais mes muscles. Si je m'arrêtais, le froid s'installait, et je savais que si je le laissais s'installer, je mourrais. Le thermomètre extérieur affichait moins 63 degrés Celsius le matin, moins 61 degrés Celsius l'après-midi, moins 59 degrés Celsius en fin de journée. La température remontait, très lentement, mais elle remontait. J'ai rationné la nourriture, une demi-barre le matin, une demi-ration lyophilisée le soir, de l'eau toutes les 3 heures, juste assez pour maintenir mon corps fonctionnel. Mes pensées ralentissaient. Je passais des heures à regarder le mur, à compter les rivets, à observer la glace qui se formait dans les coins. Mon cerveau économisait de l'énergie, comme un ordinateur qui passe en mode veille. Vers 15 heures, j'ai entendu quelque chose. Un bruit, lointain, sourd, mécanique, un hélicoptère. J'ai bondi, j'ai ouvert la porte. Le froid m'a giflé, mais je m'en fichais. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il était là, un point noir, à peut-être 3 kilomètres. Il tournait, cherchait, balayait la zone. Je n'avais rien pour signaler ma position. Rien. La fumée du réchaud aurait été visible, mais il n'y avait pas assez de vent pour la disperser verticalement. Elle retombait immédiatement. J'ai sorti ma veste rouge du sac. Je suis sorti. J'ai agité les bras. Le froid était insoutenable. Mes poumons me suppliaient de rentrer. Chaque seconde dehors, c'était une agonie. Mais je suis resté. 30 secondes. 40. 1 minute. L'hélicoptère tournait. Encore. Encore. Puis il s'est éloigné. Lentement. Inexorablement. Il a disparu derrière la crête. Je suis rentré dans l'abri. J'ai fermé la porte. Je me suis effondré sur la couchette. Mes mains ne répondaient plus. Mes pieds non plus. Je les sentais à peine. J'ai enlevé mes gants. Mes doigts étaient blancs. Encore. J'ai frotté. Encore. Encore. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse. De rage. J'étais là, vivant, à 100 mètres d'eux. Et ils ne m'avaient pas vu. Ils étaient passés à côté. Ils étaient repartis. J'ai dormi 2 heures, peut-être 3. Un sommeil lourd, sans rêve, presque comateux. Quand je me suis réveillé, il faisait nuit. Le thermomètre affichait moins 52 degrés dehors, moins 38 degrés dedans. Presque doux, comparé au jour précédent. J'ai mangé ma dernière ration complète. Il ne me restait plus qu'une barre énergétique. Du gaz pour 6 heures. Et c'était tout. J'ai pris ma décision. Demain matin, je descendrai, quoi qu'il arrive. Je suis parti au lever du jour. Jeudi 14 février, 6h30 du matin. Le ciel était parfaitement dégagé. Un bleu glacial, presque noir. Les étoiles étaient encore visibles. Le thermomètre affichait moins 48 degrés. J'ai fermé l'abri derrière moi. J'ai regardé une dernière fois la station météo. Elle dépassait à peine de la neige. Juste l'antenne et le haut du mât principal. Le reste avait disparu. J'ai vérifié mon équipement. Sac à dos, gourde, lampe frontale, dernière darre énergétique, GPS. C'était tout. J'ai commencé à marcher. La neige était profonde, 50 cm, parfois 1 mètre. Chaque pas était un effort. Je m'enfonçais, je me relevais, je continuais. Je suivais une arête que je connaissais, en direction du refuge de Tête-Rousse. Normalement, c'était une marche de 4 heures. Mais dans ces conditions, je savais que ça prendrait bien plus longtemps. Mes pieds me faisaient atrocement mal. Chaque pas était une torture. Les gelures de la première nuit n'étaient pas guéries. La peau était encore fragile, gonflée, sensible. Mais je n'avais pas le choix. J'avançais lentement, méthodiquement, un pied devant l'autre. Pas de précipitation, pas de panique, juste marcher. Vers 9 heures, j'ai dû m'arrêter. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. J'ai bu un peu d'eau, mangé la moitié de ma barre, repris ma route. Le soleil était monté dans le ciel, il brillait, mais il ne réchauffait rien. J'avais l'impression de marcher sur une autre planète. Tout était blanc, immaculé, silencieux. Pas un bruit, pas une trace de vie.
Vers midi, j'ai commencé à voir des choses, des ombres, des mouvements du coin de l'œil, des silhouettes qui disparaissaient quand je tournais la tête. Je savais que c'était mon cerveau. Manque de sommeil, épuisement, déshydratation, hypothermie légère. Le corps commençait à lâcher. J'ai continué. 13 heures, 14 heures. Mes pieds ne me portaient presque plus. Je tombais régulièrement. Je me relevais, je repartais. 15 heures, j'ai aperçu quelque chose. Au loin, une forme géométrique, une ligne droite dans tout ce blanc. Le refuge. J'ai accéléré, autant que je pouvais. Mes jambes répondaient à peine. Mon cœur battait trop vite, trop fort. 100 mètres, 50 mètres. J'ai vu de la fumée. Quelqu'un était là. J'ai essayé de crier. Aucun son n'est sorti. Ma gorge était gelée. Mes cordes vocales ne fonctionnaient plus. J'ai continué à marcher. 30 mètres, 20 mètres. Mes jambes ont lâché. Je suis tombé. Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé ensuite. Des voix, des mains qui me soulevaient, de la chaleur, une lumière aveuglante. On me déshabillait, on me frottait, on me parlait. Je ne comprenais pas les mots. J'ai dormi, longtemps. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital, à Grenoble. Ma mère était là, elle pleurait. On m'a dit que j'avais passé 3 jours en réanimation. Hypothermie sévère, gelure de 3e degré aux pieds et aux mains, déshydratation, épuisement extrême, début de nécrose sur 2 orteils. L'hélicoptère m'a évacué le lendemain de mon arrivée au refuge. Il y avait 3 alpinistes italiens là-bas. Ils rentraient d'une expédition au Mont Blanc. Ils m'ont sauvé la vie. Les médecins m'ont expliqué qu'un phénomène météorologique exceptionnel s'était produit, une combinaison d'inversion thermique, d'air continental sibérien et de haute pression anticyclonique. Les données de la station ont été confirmées. Pendant 48 heures, la température est descendue jusqu'à moins 71,4 degrés. Un record absolu pour les Alpes occidentales. Je suis resté 3 semaines à l'hôpital. On a tenté de sauver mes orteils. On a réussi pour 7 d'entre eux. Les 2 autres ont dû être amputés. Petit orteil gauche, 2e orteil droit. J'ai perdu 15 kilos. Mes mains ont gardé des séquelles. Les extrémités de 3 doigts sont insensibles, probablement pour toujours. Je ne suis jamais retourné en montagne. On m'a proposé un poste administratif à Grenoble. Bureau climatisé, horaire fixe, analyse de données depuis un ordinateur. J'ai accepté. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. 4 ans ont passé. Je vis seul dans un appartement en ville. Je ne supporte plus le froid. Même l'hiver à Grenoble me paraît insoutenable. Je garde toujours une veste sur moi, même en été. Mes pieds me font mal quand il pleut, mes mains aussi. Mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment marqué. C'est le silence. Ce silence absolu que j'ai entendu cette nuit-là, dans l'abri, quand tout était gelé, quand même le vent s'était tu. Ce silence qui vient quand la nature devient tellement hostile qu'elle ne laisse plus de place à rien, ni au bruit, ni à la vie, ni à l'espoir. Un silence de mort. Je l'entends encore, parfois, la nuit, dans mon appartement, quand tout est calme. Je me réveille en sursaut. Je vérifie le thermomètre du chauffage. Je touche les radiateurs. Je m'assure qu'ils sont chauds. Et je me rendors. En sachant que quelque part, là-haut, à 3800 mètres d'altitude, la station météo continue de fonctionner. Elle envoie toujours ses données. Température, pression, humidité, vent. Des chiffres froids, neutres, sans émotion. Comme si rien ne s'était passé.